Mesdames, Messieurs, dernière séquence de cette matinée et première table ronde de notre colloque. 1h15 autour de la création à l'heure des NFT. La table ronde est animée par Marianne Ferifal, directrice générale de l'ADAGP, avec Valérie Granchet, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier, Aude Launay, Marcella Lista et Céline Chen. Bonjour, bonjour à tous, ravi d'être ici parmi vous. Alors, vous le savez tous, c'est un sujet d'une brûlante actualité et je remercie les co-organisateurs, le Conseil des ventes volontaires et l'Académie des Beaux-Arts d'ouvrir ce prestigieux colloque avec cette table ronde dédiée à la création. Merci également à eux de me l'avoir confiée. Je dois dire que depuis plusieurs mois, il ne se passe pas un jour sans que l'ADAGP ne reçoive de demandes d'un artiste ou d'une société portant sur les NFT. Il y a de formidables projets et on ne peut que se réjouir des opportunités que cela ouvre pour les créateurs. Et même si le marché des NFT reste encore très nébuleux, pas toujours très convaincant dans certains de ses excès, on voit que les choses sont en train de se structurer. À vrai dire, la DAGP, avec les plus de 200 000 artistes qu'elle représente, est très sollicitée et on a pu voir une évolution assez nette ces derniers mois. Dès le lendemain de la vente de l'œuvre de Beeple chez Christie's, 69 millions de dollars en mars 2021, il y a tout juste un an, nous avions été contactés par nombre de startups travaillant sur des services de vente de NFT. Techniquement, tout était très bien rodé. Mais il n'y avait pratiquement jamais de modèle économique sous-jacent parce que ces sociétés ne connaissaient pas les pratiques ni les codes du marché de l'art. Quelques semaines après, on a commencé à voir arriver des demandes associant des startups et des professionnels du marché de l'art, avec cette fois une idée beaucoup plus précise de ce qui pourrait fonctionner sur le marché, mais avec un manque flagrant de réflexion quant au cadre juridique, que ce soit le droit d'auteur, le droit des contrats ou encore la fiscalité. Et puis, depuis quelques mois, les sociétés que l'on rencontre s'appuient de plus en plus sur une triple compétence: connaissance technique, connaissance du marché et connaissance du juridique. Et cette évolution, qui s'est faite très rapidement, est à la fois rassurante et passionnante. Il y a quantité de réflexions qui ont été engagés pour définir un cadre sécurisant pour le marché des NFT. Le CVV, on l'a dit, a commandé et réceptionné il y a un mois un rapport rédigé par Cyril Bartalois. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique devrait publier le sien en juin 2022 et l'Institut Art et Droit a mis en place plusieurs commissions de travail sur ce sujet également. Je dirais donc que l'on est à un moment important, maintenant que l'euphorie post-Beeple est un peu retombée, car c'est à ce stade, où s'esquissent les fondations de ce qui pourrait être un marché de l'art numérique structuré, offrant des opportunités réelles aux artistes dans un cadre sécurisant et permettant aussi de rassurer les collectionneurs sur ce qu'ils achètent. Dorénavant, il me semble que ce qui nous manque encore, c'est la confiance, et ce, à tous les niveaux. Au stade de la création du NFT, en effet, il faut pouvoir garantir au marché que l'œuvre que l'on présente est une œuvre de l'artiste. Et évidemment, rassurer les artistes quant au fait que les marketplaces, les plateformes de vente de NFT, ne vont pas être un vivier de faux et de contrefaçons. On a tous vu cet aveu d'OpenSea, il y a quelques jours, qui a reconnu que 80% des NFT sur sa plateforme sont justement des faux ou des contrefaçons. Et le chiffre est sans doute un peu en deçà de la réalité. Il y a donc un vrai besoin de sécuriser l'amont de la chaîne, car si ce n'est pas le cas, c'est tout le marché qui sera fragilisé. Au stade également de la sécurisation, de la commercialisation, il faut instaurer de la confiance. Les NFT s'appuient sur des technologies décentralisées. Mais paradoxalement, on a recréé une centralisation via les places de marché, avec certains acteurs ultra dominants,
OpenSea, et dont les pratiques ne sont pas toujours irréprochables. Je pense avant tout aux artistes qui doivent recourir souvent à des plateformes dont les conditions générales imposent, par exemple, d'accorder des licences d'utilisation extrêmement larges. Ce n'est pas acceptable. Le marché de l'art a parfaitement intégré le principe d'interdépendance du support matériel de l'œuvre et de la propriété intellectuelle. Il faut que les acteurs du marché des NFT s'y confrontent également. On peut évidemment autoriser l'acquéreur du NFT à profiter de son œuvre, à l'afficher, mais dès lors où il y a commercialisation subséquente, il faut qu'il rémunère les artistes. Dernier axe, confiance au niveau de la circulation des NFT. Nous voyons beaucoup d'initiatives visant à préciser les smart contracts, à les rendre précisément plus intelligents qu'ils ne le sont actuellement. Mais globalement, on est encore loin d'avoir un encadrement juridique suffisamment précis, capable de coller au mieux à la volonté des artistes, de tenir compte de la législation applicable, d'apporter des solutions techniques aux problèmes de faux et de contrefaçon. Bref, il y a beaucoup de questions en suspens, beaucoup de choses à faire et à améliorer. Et bien évidemment, à la DAGP, on y travaille activement avec l'ensemble des acteurs concernés. Notre table ronde, aujourd'hui, a pour ambition de donner la parole aux artistes par leur regard croisé sur ce que certains appellent le crypto-art, pour autant que l'on s'accorde sur l'acception à y donner, et dresser une sorte de panorama de ce marché naissant des NFT, pratique technologique à la fois prometteuse et pleine de questionnements. Mais notre table ronde donnera aussi la parole à celles dont le métier est d'exposer et de conserver les œuvres et dont la réflexion pointue nous éclairera sur les enjeux. NFT, révolution ou évolution dans le monde de l'art? Pour répondre à cette question, je remercie les invités qui ont accepté d'intervenir. Valérie Granchet, artiste, deux des membres du collectif Obvious, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier, Céline Chen, artiste également, Aude Launay, qui est chercheuse et curatrice indépendante et qui interviendra depuis une vidéo préenregistrée, et Marcella Lista, conservatrice en chef au Musée national d'art moderne. Commençons par vous, Valérie Granchet, qui avait sûrement la vision la plus historique. Vous êtes artiste plasticien, diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1997. Vous avez exposé en 1998 à la Fondation Cartier, eu un solo show aussi au Palais de Tokyo en 2005, et vous figurez dans de nombreuses collections publiques, dont celle du CNAP ou de la Maison européenne de la photographie, en France, mais aussi à l'étranger, au Berkeley Art Museum en Californie ou au VMAC à Hong Kong. Peut-être première question pour lancer les échanges, Valérie. Vous, quelle est votre expérience et votre pratique des NFT dans votre démarche artistique? Alors, en fait, c'est une très longue histoire parce que, pour tout vous dire, moi, ça a commencé dans les années 90, où quand j'ai commencé à vendre des œuvres de net art, parce que c'est ce que je faisais à l'époque, il y avait une question cruciale pour pouvoir vendre au musée, c'était garantir l'unicité de l'œuvre. Et là, je me suis rappelé que la question de vente de l'immatériel, elle n'est pas neuve. Par exemple, Seyt Segelob, un artiste conceptuel, avait formalisé un contrat qui permettait de vendre une idée. Et ça a été, je dirais, l'origine génétique de mon premier contrat qui a permis de vendre une œuvre de net art à différentes institutions comme le Berkeley Art Museum ou la MEP, etc. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'en fait, si on prend la question de l'œuvre sous l'angle de l'idée, du concept ou de l'immatériel, eh bien moi, quand je suis arrivé en 2012-2013, en évoluant avec les technologies et que l'artiste Harm van der Doppel a fondé sa plateforme Scribe.io, elle consistait à justement hacher des œuvres, pour reprendre le terme du mathématicien, en Bitcoin, qui était le Bitcoin Color. Et à cette époque-là, je suis arrivé à Hong Kong et je dirais que l'Asie a démarré beaucoup plus tôt que l'Europe ou les États-Unis dans ce domaine-là. Et à Hong Kong, il y a quelque chose qui s'est imbriqué très rapidement parce que quand j'ai commencé, à l'époque, on ne parlait pas de NFT, on parlait de crypto-art. Quand j'étais dans l'association des blockchains, où on réfléchissait justement sur différentes utilisations des blockchains là-bas, que ce soit au niveau des assurances, de la finance ou encore du marché de l'art ou même des nouvelles médiations économiques de l'art, ce qu'ils avaient percuté sur le fait que, un, c'était une œuvre numérique qui a trouvé sa médiation juridique et
je dirais, certifiante via la blockchain, et 2, elle avait une valorisation avec la monnaie qui lui est corrélaire, qui est la crypto. Donc du coup, ça avait très bien fonctionné en Bitcoin, je dirais, pendant 4-5 ans. Et puis bon, après, les aléas de la vie font que je suis rentré en France. Et là, je dirais, à partir de 2014, Euskry-Bio a fermé. C'est-à-dire, Van der Doppel a remarqué qu'il y avait beaucoup de business, et lui, il avait fait ça en tant qu'œuvre, et ça a échappé un petit peu aux intentions originales, parce qu'on rentrait dans quelque chose de très spéculatif. Donc, il a transformé sa plateforme en quelque chose qui est accessible en open source pour la réactiver. Elle n'a pas été réactivée. Par contre, elle a inspiré toutes les plateformes qu'on voit aujourd'hui sur les NFT, qui sont OpenSea, Foundation, SuperRare, ou encore Nifty Gateway, ou d'autres beaucoup plus spécialisés dans le monde de l'art, à la frontière de l'art contemporain et du monde de la crypto, comme Snark.art, qui, elle, vend en euros, dans toutes les devises, et à la fois en crypto, et vend des NFT. Alors, en ce qui me concerne aujourd'hui, je produis des NFT depuis maintenant, on va dire, 2013. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment on garantit et quel type de relation on noue avec les musées et avec les collectionneurs. Pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que les galeries, elles ne savaient pas faire. C'est-à-dire, moi, depuis mes débuts, je me suis toujours trouvé dans une marge grise par rapport au monde de l'art, qui est l'institution, entre guillemets, et puis des collectionneurs qui sont hors système, hors galerie, etc. Donc, ce qui m'intéresse a été toujours de dissoudre cette frontière pour l'officialiser, parce que bon, je viens des Beaux-Arts et qu'il me semble important de reconstituer dans ce monde-là un écosystème artistique qui sont faits par les 3 entités, qui sont les marchands, les institutions, les collectionneurs et les artistes. Parce que sans ça, on a la lémonisation, comme on disait tout à l'heure. Et c'est important de garantir cette valeur. Et moi, en ce qui me concerne, il y a un moyen pour garantir, je dirais, la valeur de mes pièces et l'origine de mon atelier, c'est qu'il y a une institution, enfin une entreprise qui s'appelle Verisar, qui fait de la certification juridique sur blockchain, et ça permet d'avoir une double certification, c'est-à-dire qu'il y a le mint dans mon atelier, mais en même temps, il y a le NFT qui est re-injecté dans Verisar pour avoir la traçabilité sur les blockchains du certificat avec tous les descriptifs. Et l'avantage de Verisar, c'est que dans le smart contract, je mets la biographie de l'œuvre. C'est-à-dire où est-ce qu'elle a été exposée, où elle a été produite, et après on verra par qui elle passe, dans quelle collection elle traverse. Donc il y a des briques en ce moment qui se mettent en place qui sont très intéressantes. Et là, pour vous parler des dernières projections que j'ai faites, c'est une production, parce que j'ai monté un collectif avec mon frère qui s'appelle G&G, Emmanuel Granchet et Valérie Granchet, où on est parti de façon très dadaïste et ironique sur la question du vide. Et en fait, on s'est inscrit dans la tradition du Champienne qui vendait l'air de Paris ou Yves Klein qui vendait du vide. Nous, on vend le vide cosmique intersidéral sous forme de NFT. Voilà. Je terminerai sur cette note d'humour. Du coup, pour vous, la technologie des NFT, c'est à la fois la possibilité de faire une sorte de titre de propriété, peut-être ou pas, sur des œuvres préexistantes avec leur double numérique, leur jumeau digital, mais aussi d'avoir une démarche artistique effectivement un peu différente. Ça ouvre des champs, des perspectives? Oui, tout à fait. Bon, vu que je fais d'AVR painting, et souvent à Hong Kong, c'était monétisé sous forme de performance, ça permet aussi de gérer des performances et de monétiser des performances en termes de NFT. Alors que la performance, son marché était jusqu'à ce jour assez, je veux dire petit, pour utiliser un mot gentil. Et ça permet aussi de faire d'autres actions. Là, on est en pleine Ukraine. Ça permet de lancer des DAO, ce qu'on appelle des crowdfunding sur les blockchains pour financer la résistance ukrainienne. Ça permet aussi de mobiliser des communautés de hackers. Et ça, je trouve que c'est très important parce que le hacking, c'est quelque part une sorte de philanthropisme technophile dans ce cas-là, où ça permet de dézinguer les outils de propagande russe, de dézinguer aussi des outils militaires russes et de, quelque part, détruire des armes au niveau systémique. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça qui sont très intéressants et il y a aussi l'aspect négatif, qu'on en parle beaucoup, mais à la fois, il faut savoir, il y a un dicton chinois que j'ai appris à Hong Kong que je trouve très beau, qui est une loi cosmique. Plus la lumière est intense, plus l'ombre est noire. Merci Valérie Granchet. Pierre Fautrel,
Vous êtes l'un des 3 artistes qui composent le collectif Obvious. Vous utilisez des algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art. Et vous avez été mis en lumière en 2018 lors de la vente de l'un de vos tableaux chez Christie's à New York pour 432 000 $, je crois. C'est bien ça. Pardon, c'est ça? C'est bien ça. Ok. Mais c'était vendu en crypto-monnaie? Pas du tout en Pas du tout, c'est en vrai dollar. D'accord. Vous êtes parmi les premiers artistes français, le collectif en tout cas, à avoir créé des NFT. Et vous visez à amener les outils développés par votre recherche artistique vers les créatifs de toutes les autres industries. Pour vous, du coup, Pierre, quelles sont les nouvelles perspectives que les NFT procurent à un collectif d'artistes comme le vôtre? Nous, on a toujours un regard un peu candide parce qu'on n'a pas fait les beaux-arts et on a tout appris par nous-mêmes et donc on a peut-être une vision qui est un peu différente. Ce que nous, on remarque, c'est qu'avec les artistes de l'art numérique qui sont là depuis des années, il y avait une certaine amertume parce que le marché n'a jamais pu prendre ce type d'art parce que justement, ce problème d'unicité, ce problème de copier-coller, ce problème de vendre une clé USB ou un CD-ROM, ça a toujours été compliqué pour les collectionneurs. Et nous, ce qu'on remarque en tant que jeune arrivant qui n'a pas vécu cette période-là, c'est que les NFT et plus généralement la blockchain permet à un marché de l'art numérique de complètement exploser, de trouver ses collectionneurs et son marché. Et en fait, nous, on trouve ça complètement logique. Dans un monde qui est de plus en plus numérique, dans un monde où les technologies sont de plus en plus importantes et ont un impact de plus en plus fort sur notre vie, il est normal que l'art numérique prenne une place importante. Et donc ça, c'est quelque chose dont nous, on est les témoins, qu'on essaye de pousser aussi auprès de nos collectionneurs. Et donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement intéressant. Le second point, c'est au niveau de la création artistique par elle-même. Nous, on crée avec des algorithmes d'intelligence artificielle, donc notre support, il est numérique. Et donc, en fait, avant l'arrivée des NFT, ça aurait été compliqué pour nous de nous exprimer autrement que par la création de toiles, ce qu'on fait en parallèle, parce que notre collectif a pour vocation de faire des ponts entre l'ancien et le nouveau, de rallier ces deux mondes dans lesquels on a les deux pieds. Mais le fait que notre création soit purement numérique et digital native, en fait, les NFT ont été pour nous quelque chose d'extrêmement important, qui nous permettant de nous exprimer directement. Et donc en fait, maintenant, on est dans une réflexion où quand on réfléchit à un sujet, une série, en fait, le choix du médium à la toile, la sculpture, la projection et à tous les autres médiums se rajoute finalement le NFT, le digital, via les plateformes comme nous on est sur Super Rare, la plateforme d'unicité. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et qui nous tient à cœur. Et puis je terminerai, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant aussi, c'est les collectionneurs. En fait, pendant toute cette période de l'auction dont vous parlez, nos collectionneurs étaient plus des gens du monde de l'art qui étaient intéressés par la création assistée par des algorithmes et qui croyaient en notre vision d'une créativité augmentée par des algorithmes. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que les NFT ont grossi, nous on en crée depuis 2018, donc on a vu une certaine évolution. On a vu des collectionneurs commencer à s'intéresser au crypto art, à ce qu'on appelle nous le generative art, les art, et qui sont intéressés à notre travail parce qu'en fait ils ont une appétence ils sont intéressés et ils ont une appétence pour les nouvelles technologies, on va dire, et donc dans leur curiosité sont tombés sur les NFT et sur cette nouvelle mouvance. Et là, ce qu'on remarque vraiment depuis un an, c'est grâce à Beeple, grâce à la guerre des maisons d'enchères entre Christie's et Sotheby's, grâce au fait que les NFT soient devenus immanquables, et on remarque une nouvelle typologie de collectionneurs qui sont des gens que j'aurais appelé de l'art traditionnel, qui à la base n'étaient pas du tout intéressés par les nouvelles technologies ou par les NFT, mais par la force des choses, deviennent intéressés par ces sujets-là, s'intéressent, et nous, c'est toujours un plaisir d'expliquer notre vision et en quoi est-ce qu'on pense qu'elle va être de plus en plus démocratique dans le futur. D'accord, donc au final, ça ouvre aussi des perspectives à des nouveaux collectionneurs, mais les anciens suivent également ces évolutions et votre communauté vous suit. Complètement, ça prend du temps. Les plus curieux sont les premiers, et puis petit à petit, ça se démarque. Et puis, vous voyez, quand on travaille avec un galeriste comme Kamel Menour pour faire des NFT, on se rend compte que ce ne serait pas là où on aurait été attendu. Et c'est ce qui nous amuse, c'est d'aller chercher les gens là où on ne nous attend pas forcément.
Merci Pierre. Gauthier, donc vous êtes le deuxième des trois artistes membres du collectif, Gauthier Vernier. Peut-être en miroir à la question posée à Pierre, qui était un peu sur les promesses, ou en tout cas sur les perspectives qu'ouvre les NFT, je voudrais vous interroger sur les risques que vous voyez, vous, avec cette technologie. Alors, vous vous emparerez des risques que je vais citer à votre gré, parce qu'il y en a de nombreux. La perte, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, de la clé secrète du wallet, qui comporte, donc, vous le savez, à la fois les NFT et aussi des actifs en crypto-monnaie. La volatilité, l'ultra-volatilité de ces crypto-monnaies. Mais aussi l'aspect droit d'auteur, hein, des AGP quand même, lié à l'utilisation des œuvres, le manque d'interopérabilité entre les différentes plateformes. Est-ce que vous avez conscience, vous, en tant qu'artiste, dès aujourd'hui, de ces risques? Est-ce que vous les avez pris en compte? Et est-ce que vous voyez des moyens d'essayer de les réguler ou de les... Voilà, pour... Alors, ouais, en effet, donc il y a des risques. Donc, comme Pierre l'a dit, bah, c'est un monde de nouvelles opportunités. Donc, il y a énormément de choses qu'il est possible de faire. Et bien sûr, ça vient avec sa part de risque, puisque c'est un marché qui n'est pas du tout régulé pour l'instant. Donc il y a des risques techniques puisque c'est une nouvelle technologie, notamment tout ce que vous avez évoqué sur la perte du wallet. On peut très bien perdre sa clé de sécurité. Il y a énormément aussi de phishing qui est mis en place. Donc en fait, il y a plein de liens sur lesquels on va vous inviter à cliquer et ça va vous amener à un faux site qui va au final vous décharger de vos NFT. Donc en fait voilà, c'est un monde où il n'y a pas vraiment de règles et du coup il y a beaucoup de risques de se faire avoir quand on ne connaît pas ou quand on n'a pas les bonnes interactions avec les bons acteurs. Donc il y a toute une part en fait d'explication à faire, d'éducation sur comment utiliser cette technologie. Et en fait ces risques ils sont en fait c'est possible de les détourner assez facilement. Par exemple au lieu d'utiliser un wallet où on met toutes ces cryptos, bah, c'est mieux d'en avoir plusieurs. C'est mieux de, par exemple, coffrer ces crypto-monnaies sur des wallets physiques via des outils comme Ledger ou des choses comme ça. Les wallets avec lesquels on fait des échanges, c'est bien de ne pas avoir trop de crypto dessus parce que justement pour éviter ces pratiques de phishing qui viennent un peu pomper tous les contenus du wallet. Et en fait, je précise oui. juste, pardon, vous me confirmez que quand on perd sa clé secrète, c'est pas comme à la banque quand on perd son code de carte bleue. Il n'y a personne qui vous redonne votre clé secrète ou mot de passe oublié. Ça n'existe pas dans l'univers. Alors en fait, à chaque wallet est associée une phrase de récupération. Et en fait, la personne qui a cette phrase de récupération a le contrôle du wallet. Donc ça veut dire que si n'importe qui récupère la phrase de récupération, c'est comme s'il avait accès à mon compte en banque. Et donc, si vous l'oubliez, personne ne vous la redonnera. Exactement. Si je l'oublie, c'est perdu. Donc voilà, donc en fait c'est un peu un travail à faire sur soi-même, c'est un nouvel outil, mais c'est comme quand on va au distributeur de la banque, bah, quand on tape son code, on fait attention à ce qu'il y ait personne qui regarde. Donc c'est des réflexes à avoir, et vu que c'est un monde un peu nouveau, bah, y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces réflexes, et du coup il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc ça c'est des risques qui sont liés à la technique et aussi à l'utilisation qu'on a de cette technologie. Qui est pas encore parfaite. Après, c'est une technologie décentralisée, donc c'est pas sûr que ce qu'on cherche ce soit une instance de régulation centrale qui puisse assurer ça. Mais c'est vrai que par exemple des assurances sur la crypto, c'est quelque chose qui va pouvoir apparaître. Je veux dire payer un pourcentage de son wallet chaque mois pour être assuré en cas de perte ou de hack, de récupérer ses cryptos, c'est quelque chose c'est un service que des gens seraient prêts à demander, quoi. Donc il y a toute cette, il y a tous ces risques techniques, mais qui seront, je pense, contrés avec le temps, avec de l'éducation auprès des utilisateurs. Et ensuite, il y a les risques financiers qui sont associés. Bah ça, je pense qu'on l'a évoqué un peu ce matin, mais on est sur un marché qui est extrêmement volatile, donc il faut le savoir. Faut savoir qu'on peut perdre, que le contenu d'un wallet peut perdre en valeur de 50% potentiellement en un mois. Et en fait après c'est à chacun d'avoir sa gestion de ses actifs. Donc donc nous par exemple quand on récolte un grand nombre de NFT après une grosse vente, bah on va diviser, on va essayer d'en passer dans d'autres crypto-monnaies pour un peu mitiger le risque. Et c'est vrai que c'est un peu dangereux de garder tout en Ether. Après nous
c'est une monnaie dans laquelle on croit au long terme, et donc on a quand même plus une politique de garder des crypto-monnaies, parce qu'on pense que donc bien que ce soit extrêmement volatile, on pense qu'à long terme c'est quelque chose qui va quand même rester et qui est là pour monter, quoi. Mais c'est vrai que ça induit, enfin, il y a des effets de levier économiques incroyables à l'heure actuelle. La vente de Beeple, elle, a eu lieu, je crois, en crypto-monnaie et a atteint les chiffres qu'on a évoqués parce que la crypto-monnaie était extrêmement élevée. Mais l'investissement de départ n'était pas à la mesure de ça. On a aussi un phénomène où il y a beaucoup de liquidités aujourd'hui en crypto-monnaie, voilà, et ça joue aussi dans les prix que l'on voit. Sur l'interopérabilité, Gauthier, y a-t-il une interopérabilité entre les différentes plateformes, entre les différents univers de blockchain qui sont en train de se créer, ou qui au contraire il y a des choses très étanches? Oui, elle commence à exister parce que c'est quelque chose qui est indispensable. En fait, si on achète un NFT sur une plateforme, on s'attend à ce que on puisse l'afficher sur d'autres plateformes, qu'on puisse le montrer dans le métaverse, qu'on puisse l'afficher chez soi. Donc il y a une interopérabilité, pardon, qui est en train de monter. Avec notamment OpenSea qui se place un peu en plaque tournante des NFT sur le marché. Donc par exemple, nous on crée des œuvres avec SuperArt, qu'on met sur SuperArt et qui sont ensuite référencées sur OpenSea, qui peuvent être achetées sur OpenSea. Mais c'est encore une technologie qui fonctionne pas super bien. Donc je pense qu'ils sont en train de développer ça, mais c'est sûr que c'est une attente du marché qui est très forte, parce que il faut qu'un NFT puisse être accessible partout. Bien sûr. Et là, quand on parle d'interopérabilité, c'est surtout sur le respect du smart contract, notamment, c'est ça, où ça fonctionne pas si bien que ça encore à ce stade entre les différentes plateformes. Alors ouais, moi j'évoquais plus le fait que une œuvre qui a été créée sur une plateforme puisse être mise disponible sur d'autres plateformes. C'est un peu ça que j'entendais par interopérabilité. Après, le smart contract en soi, une fois qu'il existe, il peut être trouvé n'importe où. Donc en fait, il y a des outils qui existent aujourd'hui, donc qui sont certes pas très attrayants, puisqu'on arrive devant des rangées de chiffres avec des wallets qui sont des suites de numéros illisibles. Donc pour l'instant, on sait que l'information en fait elle est trouvable. Donc typiquement, si on s'intéresse à la propriété intellectuelle, c'est aujourd'hui très facile de trouver qui est la personne qui a créé une œuvre d'art. Et c'est ça tout l'intérêt des NFT. Mais c'est vrai qu'on est en manque un peu d'une interface, et c'est en train de se développer aussi, d'une interface qui permet de rendre ça visible et facilement interprétable. Mais c'est en cours de développement. Très bien. Beaucoup de choses sont en train de se construire, et nos échanges permettent aussi de mettre en lumière le chemin à parcourir. Je me tourne maintenant vers Céline Chen. Vous êtes artiste française d'origine chinoise. Vous avez une pratique à la fois chorégraphique et de design vestimentaire. Et vous êtes d'ailleurs diplômée des Arts Déco de Paris en 2019 et avez été lauréate d'une révélation à la même époque. Vous avez donc du coup une double démarche artistique, à la fois dans le spectacle vivant et puis dans les arts appliqués. Quelle utilisation, vous, en tant que toute jeune professionnelle, faites-vous dans votre travail des NFT? Est-ce que c'est pour diffuser, encore une fois, des doubles numériques d'œuvres préexistantes? Ou est-ce que ça recèle pour vous l'opportunité de nouvelles œuvres ou d'exploration de nouvelles perspectives artistiques? Oui, tout à fait. Pour moi, entrer dans ce monde, c'est comme explorer à travers des nouveaux outils, comment on peut prolonger son œuvre, le faire vivre et le propager de manière plus facile sur le network. Et donc j'ai récemment pu voir comment c'est un médium pour un artiste qui pouvait à la fois reproduire l'œuvre physique, mais aussi aller beaucoup plus loin et lui donner aussi une perspective, une esthétique et une dimension
autre qui est immatériel, notamment. Et donc là, j'ai commencé tout juste à explorer le monde des NFT. Et donc j'ai présenté récemment sur Foundation 2 collections, une collection d'œuvres digitales liées à du design vestimentaire avec des fonds générés en intelligence artificielle avec mon collaborateur Mehdi Abani, et à la fois aussi une autre collection qui est d'ordre plus performatif, qui est la réplique digitale d'une séquence chorégraphique que j'avais présentée au musée de la Centrale lors du festival Isaac. Et ce qui m'intéresse en fait dans tout ce process de travail créatif et ce nouvel univers, c'est qu'en fait, c'est comme si d'autres portes pouvaient s'ouvrir à des portes virtuelles pouvaient s'offrir à des artistes où on peut justement développer une communauté, mais aussi présenter un travail qui est basé sur des choses qui sont assez volatiles. Et parce que pour moi, en fait, une œuvre, moi qui travaille des œuvres physiques, qui est dans le corporel, je vois le monde de la métaverse comme un moyen d'explorer à travers le virtuel le corps, mais aussi un monde sensible dans le digital. Et j'essaye de le développer de la manière la plus éthique possible dans le monde de la métaverse, en explorant chaque jour de nouvelles découvertes, parce que pour moi c'est vraiment un terrain où je commence tout juste la pratique. Et donc 2 collections, qu'est-ce qui les différencie, et voilà, quelles sont les démarches de chacune d'elles, et quelle diffusion vous envisagez de ces 2 collections pour autant qu'elles soient différentes? Oui, donc du coup, c'est 2 collections qui rejoignent à la fois mon travail actuel de ma pratique chorégraphique et vestimentaire. Et alors, la première collection est plutôt de l'ordre d'une œuvre digitale statique en 2D, où j'ai essayé, parce qu'auparavant j'ai fait des recherches sur justement comment le machine learning pouvait apporter des solutions en termes de mouvement chorégraphique et de design vestimentaire à la création contemporaine de comment on peut créer un vêtement à travers le mouvement. Et du coup, pour moi, c'était comme un premier pas pour poser la première pierre vers un monde qu'on voit qui est de plus en plus, de l'ère du tout digital. Et la deuxième partie est plus une réplique du mouvement, d'une chorégraphie que j'avais faite par le passé. Et comment les NFT interviennent du coup dans la diffusion de ces œuvres? Alors, les NFT interviennent dans le sens où moi, ce qui m'intéresse dans une œuvre digitale, c'est qu'elle puisse être copiée à l'infini. Et le fait de pouvoir tokeniser une œuvre, ça permet de la tracer et de théoriser en fait, d'une certaine manière, l'œuvre digitale qui est unique. Et c'est sur ce versant-là que je trouve qu'il y a, dans mon travail que j'essaye d'explorer, tout un questionnement qui m'intéresse et qui est relié aussi à mes origines et ma culture chinoise, où la question de la copie dans la peinture et l'art a une totale autre connotation, de même que la manière dont on authentifie une œuvre et dont on la valorise et se positionne sur un autre versant. Je vois Valérie Granchet qui a longtemps travaillé et vécu en Chine. Alors, je sais pas, je crois à Hong Kong, donc une Chine très particulière. Vous confirmez que la vision là-bas est très différente par rapport à l'exemplaire unique ou... C'est une vision que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que c'est un regard, entre guillemets, beaucoup plus pervasif que direct. Et la notion d'originalité est toute relative aussi.
Et ça, c'est une grande leçon d'humilité déjà, parce que je trouve que parfois en Occident, on est trop campé sur son originalité et son ego d'artiste en disant c'est mon précaré et comme un chien, on va marquer son territoire tout autour. J'avais vécu ça dans le net art et je trouvais ça très puéril et très comique quelque part. Et en fait, les choses sont beaucoup plus interdépendantes, interconnectées, et c'est plus sur ce que l'on fait et la trajectoire que l'on trace que ça importe que le résultat comme item ou comme objet. Et ça, c'est très intéressant comme positionnement, je trouve. D'accord, d'où certaines copies qui viennent de Chine, pas forcément souhaitées en Occident de grands... Alors ça, c'est une autre stratégie, c'est aussi une façon, parce que pourquoi j'ai découvert ça aussi en Chine, c'est-à-dire que les copies des produits de luxe, c'est toléré tout simplement pour déstabiliser l'économie occidentale, et ça, on rentre dans des enjeux géopolitiques, économiques qui sont très différents des questions artistiques. Tout à fait, merci Valérie. Céline, dernière question. Vous avez prononcé le mot tout à l'heure, métaverse. On l'a évoqué aussi tout à l'heure. Donc vous le savez, les métaverses, ce sont ces univers digitaux parallèles que construisent notamment en ce moment Facebook, dit donc Meta nouvellement, mais aussi Google. Comment est-ce que vous les voyez se combiner avec les NFT? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir un atelier virtuel? Est-ce que de travailler avec une galerie virtuelle? Comment est-ce que vous voyez la combinaison des deux phénomènes? Oui, pour moi, là, à court terme, on aurait le projet d'ouvrir avec mon collaborateur une galerie virtuelle où on pourrait présenter nos propres projets artistiques, mais aussi inviter d'autres artistes. Et d'une certaine façon, grâce aux NFT, on n'est plus obligé de passer par l'intermédiaire des galeries, et les artistes aussi peuvent être acteurs aussi dans la curation, ou peuvent aussi proposer de nouvelles manières de présenter leurs travaux artistiques. Et concernant la métaverse aussi, il y a quelque chose qui m'interroge aussi, c'est la question éthique. Quel positionnement un artiste adopte quand il rentre dans ce monde-là, sur quoi il peut transiger ou ne pas transiger. C'est des questions que je me pose tous les jours, et j'espère que je garderai justement cet ADN, cette éthique, et un environnement qui correspondront à des valeurs que je souhaite développer dans mes travaux artistiques. Est-ce que c'est pour vous la condition de la réussite des métaverses? Parce que les plus anciens d'entre nous savent qu'il y a déjà eu des métaverses, ou du moins dans la proto-histoire, si je prononce le mot de Second Life, je pense que ça va réveiller des souvenirs à certains d'entre vous. Bon, peut-être que d'avoir raison trop tôt, c'est avoir tort, comme l'on dit. Donc, nous n'étions pas tous prêts à ça. Dorénavant, confinement et autres, on peut, et puis aussi la fluidité de circulation et de connexion des réseaux permettent d'avoir une ambition extrêmement importante pour ce genre d'univers. Est-ce que pour vous y voyez une décalcomanie du monde réel, ou quelque chose qui est augmenté comme la réalité? Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est plus un prolongement de la réalité physique et une ouverture vers des mondes qu'on peut considérer comme virtuels ou parallèles, des mondes où tout peut être bâti et construit, et on peut laisser à des artistes des nouvelles manières de créer, d'occuper des territoires qui sont beaucoup plus vastes que les territoires physiques aujourd'hui. Voilà. Côté Obvious, c'est quoi votre vision des métaverses et les promesses que ça recèle? Alors nous, on ne croit pas en Ready Player One. Vous savez, ce dont on parle en ce moment, le métaverse, c'est très difficile à le définir.
Certains font appel à certains concepts de science-fiction issus des meilleurs romans cyberpunk. Certains font appel à la technologie que Facebook est soi-disant en train de développer. On n'a rien vu. Nous, on y est assez souvent dans les métaverses. On est allé sur Decentraland, on est allé sur Sandbox. C'est pas prêt. C'est pas prêt. Et la hype est bien plus grosse que la technologie, que l'état de la technologie. Et donc, pour l'instant, nous, on est très intéressé de se dire que dans le futur, il y aura des endroits où la connexion sera plus facile. Quand vous faites un zoom, vous avez l'impression de parler à votre miroir et donc se dire qu'un jour, il y aura des choses plus agréables qu'un zoom. Ça paraît finalement assez logique dans le monde qu'on se développe. Mais par contre, la hype du moment autour des métaverses, pour nous, elle nous semble un petit peu décorrélé de la réalité scientifique, ce qui n'est pas le cas des NFT parce que la blockchain est là, parce que le système est en place, alors que le métaverse n'est pas là. En fait, pour nous, le métaverse et la manière dont on en parle, c'est un peu comme les gens dans les années 50 qui parlaient, vous savez, des voitures volantes. On vous a vendu le fait que dans les années 50 que les voitures volantes viendraient à votre porte et arriveraient et il y aurait le delivery guy qui viendrait vous donner des colis. C'est pas encore le cas. Amazon a toujours énormément de mal à faire ce dernier kilomètre et donc en fait c'est un peu, vous voyez, c'est cette espèce de vision romancée du futur qui peut-être arrivera. Aujourd'hui, on a des drones qui commencent à livrer, mais c'est pas encore des voitures volantes. Et donc en gros, il faut faire attention à ça. Très bien, mais sage prudence. Valérie, oui, dites-nous. Moi, j'ai une opinion tout à fait différente sur ce sujet, parce que la première installation de réalité virtuelle, je l'ai faite en 96 au musée Carrioril, qui était, ça s'appelait, c'était une critique en fait de la notion d'utopie et de l'utopie urbaine, justement. Et puis après, sur Second Life, j'avais fait une performance à la Nuit Blanche 2004 où on a ouvert un bureau de délation sur Second Life par rapport à une critique du pouvoir Sarkozy qui demandait les vigies citoyennes. Donc ça ouvre des possibilités comme ça d'activisme politique ou de faire des choses, des petits électrochocs pour faire éveiller les gens. Et là, moi, ça fait maintenant 8 ans que je fais des VR painting, c'est-à-dire de la peinture qui est un hybride entre la sculpture et la peinture en réalité virtuelle grâce à un logiciel qui s'appelle Google TintBrush, qui est très simple comme outil, qui coûte 15 $, mais qui ouvre des possibilités infinies et qui permet aussi de faire des hybridations avec la réalité parce que bon, j'ai une production picturale et aujourd'hui j'hybride les deux et je fais des peintures augmentées et qui sont vendus aussi en NFT ou en galerie. Et ce qui est intéressant, c'est justement de ces hybridations qu'on peut faire entre la réalité virtuelle et le réel. Et je pense, si je regarde du côté d'Apple, il y a des projets de lunettes qui seront basés sur le concept d'hybridation de métaverse et de réalité, c'est-à-dire une réalité augmentée. Samsung s'oriente aussi vers ça. Les Chinois ont monté aussi leur métaverse qui s'oriente vers ces choses-là. Donc je pense qu'il y a une contrainte physique et physiologique, c'est-à-dire quand vous mettez un casque VR, vous ne pouvez pas rester 8 heures dedans, ça donne des migraines, quelle que soit votre configuration ophtalmique. Et ça, rien que ça, c'est une barrière. Et d'ailleurs, Facebook en fait les frais, parce qu'ils ont perdu 500 milliards en une nuit sur Meta. Donc il y a quand même des vrais questionnements là-dessus, mais d'un autre côté, il y a des développements fort possibles qui vont aller très fort, notamment sur ces questions de réalité augmentée, ces questions d'hybridation entre les métaverses et la réalité. Et puis sur les blockchains, il y a aussi des métaverses totalement décentralisés comme OnCyber.io qui permet d'ouvrir des galeries de NFT en 3D qui sont cette fois dans des white rooms. On revient au concept classique de galerie. Et enfin voilà, donc les choses ne sont pas figées, il y a des tectoniques des plaques, il y a des choses qui se dessinent. Après, c'est à nous, artistes, de tisser là-dedans et de créer notre territoire et notre chemin, quoi. Puis rappelons que Google avait lancé aussi des Google Glass et que ça n'a pas eu un grand succès, ils se sont arrêtés, c'était il y a quelques années. Ouais. Et bon, voilà, les échecs ne doivent pas constituer des obstacles. Merci beaucoup. Après ces regards croisés d'artistes, je vous propose de nous tourner un peu vers l'analyse scientifique du phénomène et de nous tourner là-haut vers Aude Launay, qui est donc chercheuse, autrice, curatrice indépendante. Depuis 2016, ses recherches se concentrent sur les prises de décision décentralisées, les processus démocratiques prototypés via des blockchains.
et elle prépare actuellement un essai à ce sujet. Elle a publié récemment un ouvrage « Tokenisé pour mieux régner », point d'interrogation, sur différents usages de la blockchain dans l'art, qui a été publié aux éditions Amsterdam. Et un autre ouvrage, à l'été 2021, « Ce que la tokenisation fait à l'art », publié chez UV Éditions dans une collection qui s'appelle The Great Offshore. Aude étant actuellement en déplacement, je vous l'ai dit, à l'étranger, nous avons enregistré son intervention vendredi dernier et je vous propose de la regarder. Bonjour Aude, parlez-nous s'il vous plaît pour commencer des travaux que vous avez menés et que vous menez actuellement d'ailleurs en lien avec les NFT. Alors moi, j'ai commencé en fait à réfléchir sérieusement à la question de ce que la crypto en général pouvait changer pour l'art en 2014, lorsque le collectif suisse Mediengruppe Bitnik m'a parlé du Random Darknet Shopper, qui était un bot qu'ils étaient en train de programmer pour acheter au hasard sur le Darknet. Et je crois que c'était la première fois en fait que je rencontrais un projet artistique qui utilisait des bitcoins comme composante essentielle de l'œuvre. Alors, j'ai écrit ensuite quelques textes sur la question et c'est en 2017 en fait, que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux NFT parce qu'il était difficile d'échapper à ce moment-là aux CryptoKitties et à ce qu'ils allaient bien pouvoir signifier pour l'art et pour son marché. En 2018, j'ai été l'une des curatrices de l'exposition Proof of Work au Schinkel Pavillon de Berlin et Simon Denny y présentait justement un CryptoKitty sur un wallet physique, ce qui, à l'époque, était un de ces Raspberry Pi au format d'une carte de crédit avec un mini-écran qui était au format plus ou moins d'une puce de carte de crédit. Et je pense que je peux vendre la mèche en fait maintenant, puisque le soir du vernissage, on avait réellement présenté le wallet physique du collectionneur avec le CryptoKitty affiché sur l'écran. Mais par la suite, étant donné notamment les conditions de sécurité du centre d'art, c'est une reproduction incroyablement minutieuse, tout en carton qu'on avait exposé, un vrai chef-d'œuvre de minutie de Simon Denny. Et ce qui m'amène en fait à expliquer mon principal point de vue sur la question. Les NFT sont bien moins nouveaux que ce qu'on croit. Les tokens non fongibles sont une catégorie de tokens cryptographiques, donc comme par exemple Bitcoin, qui, comme leur dénomination l'indique, ne sont pas interchangeables. Et l'individuation infalsifiable en fait des devises numériques pour en éviter la double dépense, c'était une des applications de la cryptographie qui a contribué à faire de Bitcoin un actif révolutionnaire. Mais encore fallait-il pouvoir coupler ces tokens à des actifs uniques pour les rendre même uniques. Et c'est à quoi, en fait, se sont attelés le fork Namecoin et le métaprotocole Colored Coin en 2012 déjà. Alors, coloré, en fait, dans ce sens, chez Colored Coin, ça signifiait associer des informations concernant des actifs extérieurs à la blockchain de Bitcoin, donc par exemple des objets physiques, à une quantité X de Bitcoin qui, dès lors, représentait ces informations et devenait un token non fongible, donc l'ancêtre des NFT. Et les lourdeurs techniques des Colored Coins, que je ne détaillerai pas ici, ont ensuite été très rapidement dépassées lors de la conception du protocole Ethereum, donc la blockchain bien connue, par un de leurs créateurs, Vitalik Buterin, qui était donc voilà, l'un des créateurs des Colored Coins, donc des tout premiers NFT. Et je tenais donc à évoquer cette origine un peu éloignée, très éloignée même du monde de l'art, parce qu'elle me permet donc d'exprimer mon point de vue beaucoup plus simplement. L'application des NFT qui en est faite sur le marché de l'art, elle est pour moi la moins intéressante de tous leurs usages présents et potentiels. Les NFT, comme documentant l'identité d'un individu de manière absolument décentralisée, en sont pour moi l'usage le plus excitant, auquel s'attellent déjà un certain nombre de protocoles depuis plusieurs années. Donc, par exemple, Proof of Humanity, Bright ID et Skill Wallet en sont parmi les plus avancés. La preuve d'existence de documents enregistrés sur une blockchain est aussi une manière de redonner le pouvoir aux individus sur leurs données. Donc, dans la recherche ou le journalisme, on comprend très bien. Dans le suivi de décisions juridiques aussi, ou au niveau de la gouvernance d'organisation. Donc, par exemple, des suivis de décisions, de résultats de vote, etc. Et la recherche scientifique, avec les NFT de brevets, offre aussi un champ d'application extraordinaire. Donc, on sait que les NFT permettent la traçabilité et l'authentification d'objets. On a évidemment longtemps entendu parler des blockchains de Carrefour ou des maisons de luxe ou de IBM.
Et on en parle évidemment aussi au niveau des vêtements de créateurs en édition limitée qu'on voit par exemple sur les grandes plateformes de diffusion de NFT maintenant. Mais donc la traçabilité en question, c'est vraiment l'ensemble de la filière de production, du fil de coton par exemple qui a servi à tisser un t-shirt à son arrivée sur la plateforme, en passant par les conditions de travail des ouvriers de l'usine qui a produit ce t-shirt. Donc tout ce travail d'identification et de traçabilité peut de mon point de vue, réellement conduire à modifier nos habitudes de consommation. Et la start-up Materium y travaille aussi notamment depuis plusieurs années, notamment donc, dans des applications liées à ce qu'on pourrait appeler un commerce équitable, mais au sens propre et pas juste au sens marketing. Et puis donc on parle beaucoup des coûts environnementaux de cette technologie, mais cette période de mauvais karma carbone, je pourrais dire, des NFT est aussi en passe d'être évolue grâce à un certain nombre d'innovations que je vais non plus pas détailler ici, mais qui commencent à être assez largement diffusées. Et un certain nombre d'initiatives permettent même déjà au contraire en fait, de lever des fonds pour la préservation de l'environnement, là aussi avec des schémas économiques qui seraient un peu longs à détailler, je pense, mais qui permettent en fait sous couvert par exemple de collection d'images, de faire des dons récurrents à des organismes de préservation de certaines espèces animales et végétales. Merci beaucoup pour cette hauteur de vue sur les usages des NFT. En tant que curatrice dans le monde de l'art, quand même, qu'est-ce que pour vous, les NFT recèlent à la fois comme défi et comme promesse pour les artistes, et puis pour vous, la curatrice qui allait mettre ces œuvres-là en lumière? Ah oui, en effet, pour en revenir au contexte artistique, donc dans un système de croyances économiques où la rareté induit de la valeur, les biens numériques sont traditionnellement moins considérés de par leur reproductibilité généralement aisée. Et les NFT sont donc venus modifier cet état de fait, permettant d'individualiser vidéos, photos, textes, morceaux de musique qui résident dans des formats de compression hautement fongibles, donc en leur accolant, si on veut, une signature cryptographique unique. Mais pourtant, réfléchissant à son expérience de direction d'une galerie dans les années 60, je crois, Dan Graham observait que si une œuvre d'art n'était pas commentée et reproduite dans un magazine, elle avait des difficultés à atteindre le statut d'art. Il semblait que pour être définie comme possédant une valeur, pour qu'elle soit de l'art, une œuvre devait seulement être exposée dans une galerie, puis être commentée et reproduite en photo dans les magazines. Donc, il faudrait en fait que les reproductions en soient largement diffusées pour qu'une œuvre croisse en valeur financière comme symbolique, mais que son original en soit la seule occurrence à absorber cette valeur. Donc, il ne s'agit pas, en fait, si on veut, d'individualiser chaque copie de vidéo, photo, morceau de musique, texte, etc., mais simplement certaines. Donc, parfois une, parfois plusieurs, dans le cadre, par exemple, d'une sorte d'édition limitée. Et donc, ça permet une diffusion du contenu de l'œuvre elle-même, tout aussi gratuite et accessible, sous condition d'accès à la technologie, par exemple, si évidemment on parle d'une œuvre numérique. Mais donc, ces conditions ne changent absolument pas des conditions classiques qu'on connaît, comme par exemple lorsqu'on parle d'un tableau qui est accroché au 6 mètres d'un musée et de sa reproduction qui circule en JPEG sur Internet. Donc, encore une fois, moi je trouve que l'usage général des NFT qu'on voit dans le monde de l'art, il est assez largement sans intérêt. Et contrairement à ce qu'on en dit lorsqu'on parle d'art NFT, les NFT sont généralement pas un médium. Et ils sont un moyen au service de la marchandisation de l'art. Mais dans 90% des cas, il ne s'agit pas d'un médium artistique. Alors, quelques artistes font cependant exception. Je peux citer par exemple le tout dernier projet de Sarah Friend, une artiste canadienne basée à Berlin, un projet qui s'appelle Lifeforms, qui introduit donc un principe en fait, d'économie du don dans le domaine des NFT, avec des NFT qui peuvent peut-être être presque considérées un peu comme les Tamagotchi d'autrefois, sont des formes de vie qui donc meurent quand elles sont conservées plus de 90 jours dans le même wallet. Donc avec ce projet, en fait, Sarah Friend, elle nous rappelle que la valeur, évidemment, est une construction sociale et non une propriété intrinsèque de l'œuvre, ce que les gens ont vraiment tendance à oublier voilà, dans la folie du marché NFT. Et en présentant voilà, des NFT dont finalement la valeur ne se trouve pas dans les droits de propriété qui y sont attachés, mais dans leur transfert. Donc là, on est vraiment dans une pratique
presque en fait dans une social practice en fait qui s'intègre voilà, dans cette partie de l'histoire de l'art, tout en ayant une composante technologique très nouvelle en fait. Merci, merci beaucoup. Alors maintenant, on va essayer de se projeter dans une composante qui résonne beaucoup avec cette techno NFT pour les œuvres d'art, le fameux monde parallèle des métaverses. J'allais dire au début du métaverse, mais comme on le sait, il y aura des métaverses avec tous les questionnements aussi de circulation entre eux, éventuels ou pas. Du coup, vous, en tant que chercheuse, en tant que curatrice, en tant que philosophe aussi, puisque telle est votre formation, quelles sont vos intuitions sur la place que l'art y prendra dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors j'avoue, moi je vais peut-être faire grincer des dents. En fait, je suis pas du tout fascinée par les métaverses, en tout cas par les univers graphiques dans lesquels on incarne en fait ces petits assemblages de pixels qui sont nos avatars. Moi j'aime assez ceux dans lesquels on peut évoluer sous notre vrai visage, comme Pluto par exemple, qui rend la spatialisation des discussions assez agréable et qui était vraiment très utile en temps de confinement. Mais voilà, selon moi, en fait, la question fondamentale, c'est celle de nos interactions telles qu'elles sont médiées par les technologies. Et c'est les DAO, en fait, les organisations autonomes décentralisées, qui me fascinent en grande partie pour ces raisons-là. Et je suis d'ailleurs en train de préparer un ouvrage de philosophie politique sur la question. Donc, chaque phrase est diffusée sous forme de NFT, enfin, sera diffusée. On est en train de construire la technologie derrière tout ça. Et donc, pour revenir à notre sujet précis, qui est plutôt donc, celui de l'art et notamment des expositions en art visuel, c'est vrai que c'est assez bluffant pour certains métaverses, les constructions de quartiers artistiques. Je pense à CryptoVoxel, par exemple, quand on se promène dans le quartier des galeries et des musées. Bon, en effet, techniquement, c'est assez magistral, mais on est dans une expérience de l'art qui reproduit exactement, mais moins bien, l'expérience humaine d'une visite à pied voilà, dans le quartier des galeries. Donc, on a juste un avatar qui se balade entre trois JPEG posés dans un univers de pixels. Je ne vois pas vraiment ce que ça apporte. Je vois ce que ça enlève à l'expérience de l'art, mais je ne vois pas tellement ce que ça y apporte, en fait. Voilà, donc très bien, une grande sagesse, en tout cas une grande prudence par rapport à peut-être une certaine ébullition que créent les NFT. Notre tour d'horizon ne serait pas complet sans interroger la place de l'institution muséale dans toute cette effervescence créative et marchande. Marcella Lista, merci de votre présence aujourd'hui pour nous apporter votre éclairage scientifique sur le sujet. Vous êtes conservatrice en chef à la collection des œuvres Nouveaux Médias au Musée national d'art moderne du Centre Pompidou. Est-ce que, en propos préalable, vous pourriez nous dresser, s'il vous plaît, un panorama, un tableau du positionnement des grandes institutions muséales par rapport aux NFT, notamment quant aux acquisitions? Que se passe-t-il? Alors merci déjà pour cette invitation et ce colloque passionnant. Il n'y a pas aujourd'hui de déontologie, de règles établies sur la façon dont les institutions publiques ou privées abordent les NFT. Comme cela vient d'être rappelé, on parle de choses extrêmement différentes. D'une part, la reproduction d'œuvres de collections historiques comme le British Museum et les offices de Florence ont pu le faire, et c'est assez intéressant de noter que le British Museum avait commencé par des gravures d'Okuzai, c'est-à-dire par des œuvres qui au départ étaient des œuvres multiples. Et de ce point de vue, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de ce qu'a pu faire dès la fin du XVIIIe siècle la calcographie du Louvre, avec des multiples illimitées sous forme gravée d'œuvres de peinture existantes ou encore de créations spécifiques pour la gravure. Ce qui évidemment arrive de nouveau, c'est ce phénomène de raréfaction, d'édition limitée, et aussi la fluctuation de la valeur.
Le deuxième aspect, c'est celui évidemment des œuvres qui sont natives numériques, hein, comme ça a été évoqué, et où les NFT apportent cette notion de protection, effectivement, de limite dans la reproduction. Et là, pour moi, il y a déjà une question qui se pose. Pourquoi? Parce que, en tant que conservatrice responsable d'une collection en grande partie immatérielle, hein, puisque ce qu'on appelle les nouveaux médias, à l'époque où le terme a été créé dans les années 80, ça désignait la vidéo, le son, c'est-à-dire des œuvres qui ont pour vocation de migrer en fait d'un médium à l'autre, hein, puisque avec l'obsolescence technologique, les VHS, les caméras DV, etc., ont sans arrêt été, le contenu des œuvres a constamment été transféré dans de nouveaux standards techniques. Eh bien, on voit que, en ce qui concerne le Centre Pompidou, nous ne sommes pas forcément attachés à l'exclusivité de l'œuvre. C'est-à-dire lorsque une vidéo est acquise ou un site internet d'artiste, eh bien, il n'y a pas de contradiction avec le fait que cette œuvre reste en ligne si c'est le souhait de l'artiste. Ça me paraît très important, hein. Le rôle du musée, c'est de diffuser au maximum les œuvres, hein, plutôt que de les indexer sur ce mode de la propriété privée qui est quand même le paradigme de référence, je dirais, hein, de la spéculation autour des NFT. Et par conséquent, notre travail en termes d'histoire de l'art, c'est aussi de respecter le contexte d'émergence de ces œuvres, hein. Si elles appartiennent à la sphère publique du web, eh bien, c'est là qu'elles doivent aussi continuer à vivre. Et sachant qu'il y a aussi cet autre aspect, qui est l'aspect patrimonial et la durée dans le temps, hein, puisqu'évidemment tout est menacé d'obsolescence, hein, tout ce qui sont les plateformes en ligne, etc. Et donc comment est-ce que ces deux temporalités finalement peuvent entrer dans une sorte de danse, hein, où à nouveau il n'y a pas de règles systématiques que l'on puisse appliquer, mais plutôt un travail au cas par cas selon les artistes, leurs intentions et le regard qu'ils ont, hein, sur la survie ou non de leurs œuvres. On vient d'acquérir par exemple une œuvre de David Claerbout, qui est une œuvre générative, qui imagine la décomposition du stade Olympia de Berlin, hein, qui est ce fameux stade créé par l'architecture sous l'ère nazie. Et l'artiste imagine, hein, la ruine à venir de ce monument. Donc il y a évidemment toute une réflexion, hein, sur la périssabilité, hein, d'un idéal qu'un certain régime politique voulait hors du temps, et l'œuvre, elle est garantie pour un certain nombre d'années. Voilà. Et l'acquisition n'engage pas forcément une pérennité telle qu'on pouvait l'entendre, disons, aux origines du musée. Donc ça, ce sont évidemment des choses qui frottent, je dirais, hein, lorsqu'on est face à des œuvres natives numériques. Et enfin, je dirais, il y a une troisième catégorie d'œuvres, et ça a aussi été évoqué par Valérie Granchet, c'est des œuvres qui détournent d'une certaine façon les technologies pour en faire la critique, pour montrer le hardware derrière le software et pour montrer en quoi ces œuvres sont conditionnées et conditionnent un environnement social, un système de valeurs, des rapports de pouvoir et effectivement comment est-ce que l'économie va déterminer notre relation à la valeur, à l'expérience, à tout ce que l'on peut attendre de l'art. Effectivement, je ne connais pas moi l'ampleur de la collection Nouveaux Médias, et je serais curieuse que vous nous le disiez. Quel défi en termes de conservation pour vous de l'accumulation de ces œuvres pour leur donner cette pérennité dans le temps? Alors, il y a un terme qui m'intéresse beaucoup. Donc, le terme nouveaux médias, finalement, on l'a vu, hein, désigne aussi des nouveaux médias historiques. Hein, on ironise en anglais en parlant de old new media. Pour moi, il y a un terme qui serait plus approprié, c'est celui de médias variables ou médias instables. Hein, donc, l'expression qui a été créée en fait en Hollande en 81 par un collectif d'artistes qui en ont fait ensuite un institut, l'Institut V2 for Unstable Media, et qui traduit bien à la fois, d'une part, au niveau conceptuel, en effet, hein, des œuvres qui sont pensées de façon éphémère. Et il y a des théoriciens des nouveaux médias comme Lev Manovich, par exemple, qui ont défendu que les œuvres de net art devaient rester éphémères et ne pas être patrimonialisées. Hein, donc un point de vue très très radical, hein, que l'art appartient à cette sphère publique de l'open source et du partage sans qu'il y ait de logique de capitalisation sous quelque forme que ce soit. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des œuvres qui peuvent entrer dans une durée
plus construite, quitte justement à subir des émulations, comme le montre par exemple l'initiative du site Rhizome, qui est un site associé au New Museum de New York, et qui a pour vocation de conserver autant que possible des sites d'internet d'artistes, qui a fait récemment une anthologie du net art en 3 parties, qui était visible voilà, sur des durées limitées, comme des expositions en ligne. Hein, donc ça, c'est tout à fait... Et qui a aussi mis à disposition en open source le logiciel d'émulation qu'ils ont utilisé pour la plupart des œuvres. Et vous avez, quelle est la politique d'acquisition aujourd'hui au Musée national d'art moderne? Est-ce que vous avez déjà réfléchi, lancé des lignes directrices concernant les NFT ou... Alors, il y a une étude, évidemment, une observation qui est en cours. Hein. Il est clair qu'un musée se doit un peu de faire un travail de terrain et de choisir aussi, de choisir un regard, une attitude, un propos à tenir qui puisse rendre compte de la diversité, de la pluralité de ces pratiques, qui reste attaché, selon moi, justement à cette tradition critique qui appartient à ce détournement des médias de masse depuis l'origine de ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et aussi réfléchir justement à comment est-ce qu'on montre ces œuvres. Hein. Vous avez parlé de métavers. À terme, est-ce qu'il n'y a pas effectivement cette tentation de créer des expositions entièrement virtuelles en ligne sous différentes modalités, où c'est toute la question aussi de l'espace de réception et du mode d'accès qui va être redéfini. Et là, sous quelle forme, avec quels critères, etc. C'est-à-dire, comment est-ce continuer à garantir le maximum de visibilité des œuvres collectionnées par une institution publique. Durant les confinements qu'on a tous subis récemment, quels ont été comment est-ce que le centre, le Musée national d'art moderne a numérisé, a virtualisé les expositions puisque tous les lieux étaient fermés? Quelle expérience avez-vous eue? Alors c'est une très bonne question, parce qu'en fait on s'est retrouvé à monter de toutes pièces des expositions sans savoir si elles pourraient être ouvertes. Et donc je pense notamment à l'exposition de Hito Steyerl, qui est une artiste qui a beaucoup commenté aussi sur les NFT et qui a ouvert seulement pour un mois et demi, et qui est la fameuse autrice de ce texte de 2007 intitulé Pour une défense de l'image pauvre, où elle fait bien la différence précisément entre les images qui circulent librement et qui sont susceptibles de s'appauvrir en termes de définition, de transformation par les compressions, etc. Et puis une économie de l'image HD qui va être effectivement plus liée à une économie privée pour créer de la valeur à partir du degré de définition. Et ce qu'elle en dit, je fais juste une toute petite excursion, mais elle dit quelque chose de très intéressant, c'est que les écrans cachent plus qu'ils ne montrent. C'est-à-dire que plus l'image est précise, plus elle nous aveugle d'une certaine façon par un degré de définition que même la rétine n'est pas forcément en mesure de pleinement apprécier, et plus effectivement il y a un effet de brouillage en fait perceptif. Ce qui va dans le sens de l'analyse hitlérienne, comme quoi le software masque la technologie. Mais pour répondre plus précisément à votre question, on a notamment, il y a eu des expositions qui ont été créées pour le site internet du Centre Pompidou, notamment une exposition autour d'œuvres très classiques de Juan Miró. Et puis une initiative plus intéressante, plus innovante, faite par mon collègue Philippe Bettinelli, qui consistait à regrouper 10 artistes qui ont produit des œuvres exclusivement pour le navigateur web, et qui consiste en général effectivement à hacker le software derrière un navigateur web pour questionner les limites de la représentation. Donc toutes ces œuvres en fait se rapportaient à l'histoire de l'abstraction ou de la non-objectivité, comme certains artistes de la modernité historique ont pu la nommer. Derrière l'idée de non-objectivité, il y a aussi déjà l'idée d'immatérialité dans l'abstraction picturale, et comment est-ce que ces mêmes concepts en fait ont été retravaillés avec les outils du software des navigateurs Internet. Donc ces œuvres n'étaient pas NFTisées, c'était simplement des œuvres numériques plus classiques. Pour revenir au sujet du jour, est-ce que vous avez, vous, la sensation que les grandes institutions muséales, aussi pour récupérer des moyens qui leur manquent, on le sait cruellement, vont toutes lancer ces démarches
faire des doubles numériques de leur collection pour les vendre, comme certaines ont commencé à le faire. Est-ce que ça risque d'être un mouvement assez massif, ou du moins significatif, dans les grandes institutions ? C'est possible. À nouveau, ça découle de toute une tradition déjà inscrite, hein, qui relève soit du produit dérivé, soit au contraire de la tentative de démocratiser des œuvres du musée. Donc, ça n'est pas impossible. Après, à ma connaissance, l'exemple d'Okuzai, qui était un peu l'exemple fondateur au British Museum, n'a pas eu un très grand succès. C'est-à-dire la valeur a vraiment chuté rapidement. C'est-à-dire que finalement, les internautes n'ont pas perçu l'intérêt, hein, d'acquérir ce double numérique d'une célèbre gravure qui est par ailleurs reproduite abondamment sur le net. Voilà. Mais pour parler, effectivement, vous évoquiez Second Life. Je pense à plusieurs artistes, hein, qui ont produit des œuvres importantes sur Second Life. Je pense notamment à Chris Marker, donc une très très grande figure auprès de Godard ou de Farocki, hein, qui ont vraiment très très tôt bricolé avec l'informatique. Hein. Il parle d'informatique naïve comme on parle de peinture naïve. Hein. Il a ce terme très 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 beau. Et qui, effectivement, de la même manière que les cinéastes russes des années 20, ont pensé que le but, la vocation de ces images infographiques était vraiment d'être diffusées de façon horizontale autour de la planète, hein, sans restriction. Et Marker, qui est né vraiment dans les premières années, je crois, en 1924, a, en 2007, créé une île sur Second Life, c'est-à-dire qu'il a vraiment appris à voir comment fonctionnait cette plateforme, et a produit une œuvre dans laquelle chacun et chacune pouvait apporter un complément. Donc l'intérêt, si j'ose dire, de ces plateformes, ce sont des dispositifs ouverts qui créent justement, qui vont vers cette idée de décentralisation qui a été évoquée à plusieurs reprises, c'est-à-dire la possibilité de collaboration au fil de l'eau pour des constructions collectives. Et donc là, typiquement, le Centre Pompidou, qui souhaite faire survivre cette œuvre, évidemment il faut payer un abonnement, hein, auprès de Linden Lab, qui en est aujourd'hui le propriétaire, eh bien, a décidé de procéder au règlement de cet abonnement, tout en cherchant des moyens d'extraire l'œuvre, ou en tout cas de la documenter suffisamment pour qu'elle résiste, mettons, à la disparition de cette entreprise. Merci beaucoup, Marcella. Il est temps de donner la parole à la salle. Les débats ont été extrêmement riches, hein. On a traversé de nombreux aspects. Voilà. Est-ce que vous souhaitez faire quelques rebonds sur les propos de nos intervenants ? Oui, je voudrais demander à Étienne, c'est moi ici, je voudrais demander à Étienne Gis la fiabilité des cryptages à l'heure où le quantique est en train de se développer à travers le monde. Et j'ai lu quelques articles, effectivement, qui commençaient à mettre en doute même ce cryptage très très compliqué et sophistiqué avec le développement du quantique. Oui, je suis là. Voilà, je vais répondre très rapidement. L'informatique quantique est en cours de développement. Ça va prendre encore très longtemps. Combien de temps, je n'en sais rien. Mais en effet, on annonce que lorsque les ordinateurs quantiques seront fonctionnels, tous les codes confidentiels et toutes les méthodes de cryptographie pourront être remises en question. Mais c'est encore de la science-fiction. J'ai lu un autre article sur ce sujet très technique parce que, bon, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis aussi ingénieur en informatique depuis 25 ans, parce que je suis diplômé des télécoms et des Beaux-Arts de Paris, et je travaille dans la cybersécurité. Et il y a eu des simulations faites par des IA sur les calculs quantiques versus code crypto. Et en fait, c'est pas si évident que ça soit craqué avec le quantique, parce qu'il faudrait quelques milliers d'années pour qu'il y arrive. Donc après, on ne connaît pas les limites du quantique non plus, donc c'est ouvert. Je me permets de rajouter, nous, dans notre exploration permanente des nouveaux outils pour créer des œuvres d'art, on travaille en ce moment sur une œuvre avec un ordinateur quantique que nous a mis à disposition IBM.
Et on se rend compte que rien n'est possible pour l'instant. Enfin, très sincèrement, c'est jouer avec 2 bits, c'est très très difficile de faire des choses visuellement. Donc en gros, il y a des trucs intéressants à faire conceptuellement, poser la question de la superposition, de l'intrication aussi, qui est un autre truc intéressant avec lequel jouer avec les ordinateurs quantiques, et de faire de la pédagogie autour de cette nouvelle technologie, mais c'est vraiment encore très loin, comme les interfaces cerveau-machine sur lesquelles on travaille aussi. Merci bien. Madame, je crois. J'ai une question de l'ordre juridique et administratif. Je suis artiste et je fais des œuvres hybrides, dont une partie se trouve dans le monde réel, une partie dans le monde virtuel, qui donc aujourd'hui prend aussi une forme de NFT. Et c'est une question qui s'adresse peut-être plus à Marcella. À plusieurs reprises, j'ai eu des complications lors de l'achat des œuvres par les institutions en France, qui savaient très bien acheter l'œuvre qui était dans le monde réel et qui ne savaient pas comment procéder pour acheter l'œuvre NFT. Est-ce que vous y arrivez à le faire au Centre Pompidou? Est-ce que vous achetez les œuvres en euros, en crypto-monnaie? Quel genre de contrat est-ce que vous faites? Puisque vous êtes une institution en avant-garde, vous avez peut-être trouvé une solution. C'est une très bonne question. Le Centre Pompidou n'a pas encore acquis d'œuvres en crypto-monnaie. C'est vraiment à l'étude au niveau juridique. D'autres musées l'ont fait. Je pense au ZKM à Karlsruhe, le Centre pour l'art et les médias, qui est très pionnier sur ces questions, ou encore le New Museum. La question de la crypto-monnaie, justement, c'est la fluctuation de sa valeur, qui évidemment bouscule la déontologie du musée. Après, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais les œuvres immatérielles que nous les acquérons sous la forme de droits non exclusifs de diffusion. Ça veut dire que nous n'acquérons pas l'œuvre en tant qu'entité unique, mais simplement le droit de monstration. On acquiert un support de diffusion ou encore une adresse Internet et la possibilité de présenter ces contenus dans nos murs, dans le site ou encore sous la forme de prêt dans des expositions extérieures. L'étape suivante pour nous, ce sera effectivement d'acquérir en crypto-monnaie. Mais je cite un autre exemple qui se rattache à d'autres types de médias, celui de Tino Sehgal, qui est un artiste conceptuel qui travaille avec l'éphémère, sous des formes performatives qui ne laissent aucune trace matérielle, ni juridique ni comptable, et c'est la condition d'acquisition de ces œuvres, que ce soit par des collectionneurs ou par des institutions. Et le Centre Pompidou est parvenu à acquérir cette œuvre qui ne laisse strictement aucune trace physique. Donc j'ai bon espoir qu'on trouvera les moyens d'acquérir sous ces différentes formes qui se présentent aujourd'hui. Pour l'instant, vous êtes arrivé quand même à acheter des œuvres NFT. Alors actuellement, ce n'est pas le cas, c'est ce que je suis en train de dire. Donc nous sommes en train de nous préparer à déjà faire des choix artistiques et à nous orienter vers ces plateformes. Merci. D'autres questions? Monsieur. Oui, je peux prendre la parole ou c'est... Oh. Ah, pardon. Allez-y, après monsieur. Écoute, on vient d'avoir la réponse de l'achat des NFT par le Centre Pompidou. C'est une fiction, le NFT. Et la monnaie qu'on paye les NFT, elle n'est pas une monnaie convertible par les volumes qu'on a vu des transactions des NFT. Et possiblement les volumes des objets d'art faits en NFT sera supérieur à tous les volumes des objets d'art matériels qui existent. Donc, il y en a une énorme inflation, une énorme fiction dans le monde des NFT. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est payé par une monnaie qui n'est pas convertible. Et si on arrive à convertir tous ces volumes d'affaires des NFT en monnaie
réel, un dollar, un euro, les monnaies qui sont dans les systèmes commerciaux de l'Est du monde, de l'Ouest du monde, là où on est, et on crée un déséquilibre total dans le système financier. Donc, possiblement, c'est des monnaies, le Bitcoin ne sera jamais converti. Et si le Bitcoin n'est jamais converti à point que le Centre Pompidou n'arrive pas à acheter parce que légalement, il ne peut pas, ça n'existe pas, l'FT. Vous voyez qu'on n'a pas un risque énorme que tout ça tombe dans un rien total. C'est un peu une question pour le professeur Benamou en tant qu'économiste sur effectivement les effets de levier, l'essence même d'un marché qui se crée avec des bulles et puis des étanchéités, peut-être effectivement il y aura quelques soubresauts à venir. Vous voulez répondre, Françoise? On est dans les conjectures. Hein. Moi, c'est un marché qui peut disparaître, oui. C'est un marché qui peut disparaître, c'est un marché qui peut se développer. Je ne sais pas lire dans le marc de café, mais c'est vrai que la question, effectivement, des crypto-monnaies est centrale dans cette affaire. Et les spéculations les plus folles donnent envie de le comparer à l'épisode hollandais de 1635 des tulipes. Voilà, avec un marché qui s'est effondré, mais on ne sait pas. Voilà. En tout cas, c'est un marché qui devra se reconfigurer, ça c'est certain. Cela étant, on continue à vendre des bulbes de tulipes et des voitures d'occasion. Donc on peut quand même se projeter avec confiance dans l'avenir. Je crois que monsieur au milieu de la salle souhaitait poser... Oui, merci de me donner la parole. D'abord, il faut que je me présente. Je suis monsieur Boyer, je suis adjoint à l'Office central des biens culturels, donc un policier. Et donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de questionnements et d'angoisse concernant les NFT pour le futur, parce que j'ai relevé quelques mots que je vais vous livrer. Anonymation, criblage, crypto-monnaie, pas de régulation. Ce sont des termes qu'adorent les voyous. Donc, toutes les cases sont cochées pour qu'ils s'engouffrent dans les NFT. Alors, vous avez parlé de régulation, et je suis d'accord avec vous. C'est un monde qui n'est pas régulé, et ça, c'est pas bien pour les artistes et les futures victimes. Alors, est-ce qu'on peut réguler, telle est ma question, les NFT, quand j'ai entendu parler de blockchain, alors que le blockchain, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, un grand machin mondial. Alors, en France, on a le CVV, etc., la police, mais au niveau mondial, il n'y a rien. Et c'est ça, c'est ce qui me fait peur. Voilà mon interrogation. Je crois qu'on a tous ces questionnements dans notre tête, bien sûr, que le marché, la circulation des œuvres est déjà malheureusement tout à fait pollué par des pratiques tout à fait illicites et ça va à nouveau être questionné par les technologies décentralisées, voilà. Mais voilà, comme on le dit, il y aura certainement dans la phase de maturation de ce phénomène des moments un petit peu chaotiques qui devront se venir et la phase de régulation classique qui s'en suivra comme toute mise en place d'économie humaine. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, je vous remercie parce que ça fait un excellent enchaînement avec ma conclusion. Donc, je voudrais bien sûr remercier infiniment tous nos intervenants pour la richesse de leurs réflexions qui nous permet d'avoir une salutaire hauteur de vue sur le sujet. Vous l'avez vu, tout le monde n'est pas complètement dans une totale béatitude envers les phénomènes et c'est extrêmement précieux. C'est le rôle des artistes et des scientifiques qui construisent l'histoire de l'art, de savoir aussi poser les alertes qui sont nécessaires. À titre personnel, je mesure la place qui devra être celle en tout cas de la DSGP pour que la traçabilité des échanges, on a beaucoup prononcé ce mot, qui est permise par les NFT s'inscrivent pleinement dans le respect de la propriété intellectuelle. C'est notre mission. Assurer le lien, le contrôle de l'artiste
Vous l'évoquiez, commandant Boyer, sur la création des NFT à partir de ces œuvres, veiller au respect des licences d'utilisation consenties, notamment dans les smart contracts, et nonobstant l'interopérabilité ou le peu de lisibilité de certaines de ces licences. Et puis aussi assurer, on en a pas beaucoup parlé, mais la question se posera dans les collectifs d'artistes, mais aussi après le décès des artistes, pour que, au-delà de la vie de l'artiste, puissent les œuvres et les droits associés être envoyés aux héritiers, aux ayants droit du créateur. Confiance et régulation, donc, sont deux des clés qui permettront aux nouveaux outils d'espace de tenir les promesses qu'ils portent sans trop d'événements chaotiques, mais gageons quand même qu'il y en aura. On espère que le marché saura s'y adapter. C'est sûr que le marché saura s'y adapter avec l'aide peut-être d'un peu du régulateur. Je vous remercie et excellent appétit à tous.